Nous allons commencer ce chapitre sur les lois de Newton par des opérations sur les vecteurs force. On va commencer par la somme et la décomposition de force et on va commencer par la sommation de force. Et puisque les forces, ce sont des grandeurs vectorielles, donc on a affaire à des opérations sur des vecteurs et non pas sur des nombres. Alors, nous avons ici trois situations différentes dans lesquelles un corps solide est soumis à deux forces F1 et F2. Alors, on va chercher pour chacun de ces cas le vecteur force F égale F1 plus F2. Alors, dans le premier cas, je vais partir de ce point et je dois représenter d'abord F1. Et je fais une translation de F1 jusqu'à ce point. Ça veut dire une translation, je garde la même direction, même sens et même intensité, ça veut dire même longueur. Et je fais la même chose à F2, mais je dois représenter F2 de telle façon à ce que l'origine de F2 coïncide avec l'extrémité de F1. Alors la force F égale F1 et F2, c'est un vecteur qui relie l'origine de F1 avec l'extrémité de F2. Donc voici ce vecteur. Ensuite, le deuxième cas, il est différent du premier, dans lequel les deux forces sont de direction parallèle, mais de sens opposé. Alors, je fais la même chose. Je vais commencer par F1, translation de F1. Ensuite, je fais une translation de F2 de telle façon à ce que je la place de telle façon à ce que son origine coïncide avec l'extrémité de F1, mais je dois respecter le sens de F2. Alors, le vecteur F, c'est un vecteur qui relie l'origine de F1 avec l'extrémité de F2. Donc, voici F. Troisième situation un peu plus générale, dans le cas où F1 et F2 ont des directions concurrentes, et pour trouver la force F somme de F1 et F2, je dois d'abord, alors en ce point, je dois représenter F1 par translation. Ensuite, je fais une translation de F2 ici. Et je dois tracer le parallélogramme formé par F1 et F2. Ça veut dire, je trace ici la parallèle à la direction de F1 et ici la parallèle à la direction de F2. Alors, ce parallélogramme, il va me permettre de représenter le vecteur force entre ce point origine et voici son extrémité. Ou bien, je peux représenter F2 ici, par exemple, translater F2 en cette position et donc j'ai F1 plus F2, c'est la force F. Alors F, elle représente, c'est un vecteur qui relie l'origine de F1 avec l'extrémité de F2. Et on passe à la décomposition d'une force. Pour cela, nous allons considérer ce cas où on tire sur un corps S par une corde fixée au point A. Alors cette corde, la direction de cette corde, elle fait l'angle alpha avec la direction horizontale. Donc cette corde, elle applique sur le corps S une action qui peut être modélisée par cette force F vecteur. Alors on va essayer de chercher les expressions des projections de F dans un repère OXY. C'est un repère orthonormé de vecteurs unitaires I et J. Alors d'abord, je fais une translation de cette force F et je fais coïncider son origine avec l'origine du repère O. Donc, l'angle que fait avec l'axe OX, parce que l'axe OX ici, il est horizontal, alors l'angle qu'il fait avec cet axe, c'est l'angle alpha. Alors, je vais projeter F sur OX, ensuite sur OY. Alors, je prends l'extrémité de F, je la projette perpendiculairement, vous voyez ici l'angle 90, sur l'axe OX. Alors, j'obtiens cette partie. Alors, ce vecteur, c'est le vecteur Fx, et sa mesure algébrique représente la projection de F sur l'axe OX. Ensuite, je projette l'extrémité de F sur
perpendiculairement à l'axe OY et j'obtiens ce point. Alors, ce vecteur FY, sa mesure algébrique, c'est la projection de F sur l'axe OY. Donc, je peux écrire que F, le vecteur F, c'est la somme vectorielle de Fx et de Fy. Et puisque Fx, c'est un vecteur qui est dirigé selon I, et sa mesure algébrique, c'est Fx, donc je peux écrire que Fx, c'est Fx, mesure algébrique, fois I. De même, Fy est égal à Fy fois J. Alors, je vais chercher Fx et les expressions de Fx et de Fy. Alors, je vais utiliser l'angle alpha. Alors, cosinus alpha. Le cosinus de alpha, c'est la mesure algébrique de Fx divisé par F. Donc, Fx est égal à F cosinus alpha. De même, sinus alpha, c'est le côté opposé, ça veut dire la mesure algébrique de Fy. Donc, c'est Fy sur F. Donc, Fy est égal à F sinus alpha. Alors, j'obtiens F, le vecteur F, je le décompose. Donc, je peux l'écrire sous la forme suivante. C'est F cosinus alpha selon I, plus F sinus alpha selon J. Ensuite, nous allons passer à voir comment faire une somme, la projection d'une somme vectorielle. Alors, nous allons prendre cette somme P plus T plus F1 plus F2 de 4 vecteurs. Alors, d'abord, cette somme, elle peut être soit nulle, soit non nulle. Ceci ne nous intéresse pas pour le moment. Nous allons nous intéresser seulement à la projection. Alors, d'abord, il faut représenter ces 4 forces dans un repère orthonormé O, X, Y de vecteur unitaire IJ. Alors, j'ai ici, par exemple, la force T, elle est portée par l'axe des X, P portée par l'axe des Y, F1 et F2. Alors, d'abord, on n'utilise aucune échelle. Deuxième chose, c'est qu'il faut indiquer pour les forces ou bien pour les vecteurs qui ne sont pas portés par les axes, ici par exemple F1 et F2, il faut indiquer l'angle que fait chacun de ces vecteurs, soit avec l'axe des X, soit avec l'axe des Y. Par exemple, F1, elle fait l'angle alpha avec Y, F2, elle fait l'angle bêta avec X. Ensuite, j'écris ici, alors on va rechercher les coordonnées de chacun de ces vecteurs. Et pour cela, on va d'abord commencer par écrire P égale Px plus I plus PYJ, de même pour T, F1 et F2. Alors par exemple, Tx et Ty, ce sont les projections de T respectivement sur l'axe OX et sur l'axe OY. Ensuite, j'exprime chacune de ces projections. P, je commence par exemple par P. Px. Alors Px, P, c'est un vecteur qui est orthogonal à l'axe des X. Donc, sa projection sur cet axe, elle est nulle. Px égale 0. Py, alors vous voyez que P, elle est portée par l'axe des Y et elle est dans le sens opposé. Donc, Py, c'est une projection négative. Donc, j'écris moins P. Ici, il faut faire attention au signe. Ensuite, T. La projection de T sur l'axe des X, vous voyez que T, elle est portée par l'axe des X et elle est dans le même sens. Donc, c'est plus T. Et Ty, alors T, il est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, sa projection sur cet axe, elle est nulle. Donc, Ty égale 0. F1. Alors, je commence par F1x. Alors, F1x, voici cette projection. Voici, elle est négative, elle est opposée à l'axe des X. Donc, et vous avez ici l'angle alpha. Donc, c'est moins F1 sinus alpha. Ensuite, F1y, c'est sur l'axe des Y, voici cette projection, elle est positive, et c'est F1 cosinus alpha. F2, sa projection sur X, elle est positive, c'est F2 cosinus bêta. Et sa projection sur l'axe des Y, la voici, c'est moins F2 sinus bêta, parce que ce moins, c'est parce qu'elle est négative, elle est dans le sens opposé à Y. Et pour avoir la projection de cette somme vectorielle, je vais faire la projection sur l'axe des X, ensuite sur l'axe des Y, en faisant la somme des projections de chacun de ces vecteurs. Alors, sur l'axe OX,
la projection de cette somme, c'est Px plus Tx plus F1x plus F2x, donc c'est 0 plus T moins F1 sinus alpha plus F2 cosinus bêta. Et la projection sur OY de cette somme de vecteurs, c'est la somme PY plus TY plus F1Y plus F2Y, donc c'est moins P plus 0 plus F1 cosinus alpha moins F2 sinus bêta. Ensuite, nous allons passer à la notion de système et à la notion des référentiels. On va commencer par les systèmes. Alors là, parce que tout problème de mécanique doit commencer obligatoirement par la définition du système étudié. Alors, définir le système étudié, c'est faire le bilan des corps qui le constituent. Il se peut que ce soit un seul corps, ou bien plusieurs, ou bien tout simplement un point matériel. Et ceci parce que, avant de définir, ou bien avant de faire le bilan des forces extérieures qui agissent sur le système, il faut d'abord définir et délimiter le système. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le centre d'inertie G d'un système. Alors, nous avons déjà vu en tronc commun la notion du centre d'inertie G, c'est le point d'un corps, qui suit un mouvement rectiligne uniforme lorsque ce corps est pseudo-isolé. Alors pour déterminer ce centre d'inertie G d'un système, en général, on utilise la relation du barycentre, surtout lorsque le système est composé de plusieurs corps. Alors cette relation du barycentre, elle s'écrit de cette façon. La somme des MI au G est égale à la somme des MI au GI, où MI, c'est la masse de chacun des corps composant le système, et GI, c'est le centre d'inertie de ce corps. Alors, et O, c'est un point fixe quelconque de l'espace. Alors, on écrit cette relation de laquelle on obtient OG égale la somme des MI au GI divisé par la somme des MI. Alors, pour simplifier, pour comprendre l'application de cette relation, on va l'utiliser pour déterminer le centre d'inertie G d'un système composé de deux corps. Alors, le premier corps de centre d'inertie G1 de masse M1 égale M. Le deuxième corps de centre d'inertie G2 de masse M2 égale 2M. On va chercher la position du centre d'inertie G de ce système en appliquant la relation du barycentre. Alors, OG, je vais appliquer cette relation, c'est la somme des MI au GI. Alors, M1 au G1 plus M2 au G2, divisé par la somme des masses, ça veut dire M1 plus M2. Et je vais remplacer M1 et M2 par leurs expressions. OG est égal à M au G1 plus 2M au G2 divisé par M1 plus M2, c'est 3M. Ensuite, je vais simplifier cette relation et elle devient OG égale, je simplifie par M, 1 tiers au G1 plus 2 tiers au G2. Alors, puisque O, c'est un point quelconque de l'espace, je peux considérer O en n'importe quelle position. Alors, pour simplifier cette relation, je vais choisir O confondu avec G1. Donc, dans ce cas, j'aurai O sera remplacé par G1, donc G1G égale 1 tiers G1G1 plus 2 tiers G1G2. Et G1G1, c'est un vecteur nul. Donc, j'obtiens, alors ce terme va disparaître, il reste G1G égale 2 tiers G1G2. Alors, G1G égale 2 tiers G1G2, cette relation montre que G1G2 et G1G et G1G2, ce sont deux vecteurs qui ont même direction, même sens, et le module de G1G est égal à 2 tiers, il est égal aux 2 tiers de G1G2. Ça veut dire que G, il va se trouver entre G1 et G2, et il va se trouver sur cette ligne, sur cette droite, passant par G1 et G2, et tel que G1G, cette partie, cette distance, elle est égale à 2 tiers G1G2. Alors, il reste autre cas particulier, si S est un point matériel, si c'est un point, G, il est confondu avec ce point. Si S est un corps homogène,
En général, G, c'est le centre géométrique de ce corps. Ensuite, nous allons définir ce qu'on appelle les repères d'espace et de temps. Parce que pour décrire le mouvement d'un point G dans l'espace, il faut d'abord définir un repère d'espace, OIJK, d'origine O, et ce repère il doit être lié à un solide de référence. Par exemple, lorsqu'on étudie le mouvement d'une voiture, on l'étudie par rapport, en général, on l'étudie par rapport à la Terre. Alors c'est le solide de référence. Et dans ce cas, le repère d'espace est appelé un repère terrestre, ça veut dire il est lié à la Terre. Ensuite, on doit se fixer un repère de temps, ça veut dire un repère qui va donner à chaque position du mobile une date T. Et on doit aussi définir dans ce repère de temps une origine. Ça veut dire, on doit dire par exemple que à l'instant t égale 0, le solide ou bien le mobile se trouve en telle position. Et le référentiel, ce qu'on appelle le référentiel, c'est l'ensemble de ces trois, ça veut dire le repère d'espace, le repère de temps et le solide de référence. Donc pour étudier un mouvement, il faut d'abord définir un référentiel. Et les coordonnées de G, ce sont les projections de G selon les axes du repère d'espace. Par exemple, ici, alors nous avons XG, YG, ZG en général. Par exemple, s'il s'agit d'un mouvement sur un plan, on choisit un repère OIJ, OXY. Alors G, sa projection orthogonale sur X, c'est XG, et sa projection orthogonale sur Y, c'est YG. Alors ce sont les coordonnées de G dans l'espace OIJ. Et ce qu'on appelle le vecteur position OG, c'est tout simplement OG égale XGI plus YGJ. Selon ce cas, dans le cas d'un mouvement dans un repère à 3 dimensions, on est obligé d'ajouter ZG fois K. Et il faut parler aussi de la trajectoire du mouvement. Alors la trajectoire entre deux instants T1 et T2, c'est tout simplement la courbe décrite par le mobile entre ces deux instants.